Bonjour à tous, bienvenue sur Dream Up Your Style. Aujourd'hui nous allons faire l'analyse du personnage de Drago Malfoy dans Harry Potter. Alors Drago, au début de l'œuvre, c'est un enfant qui est pourri gâté. D'ailleurs, lorsqu'ils vont se rencontrer, non pas dans le film, mais dans les livres, Harry va faire le rapprochement entre Dudley et son cousin. Drago, il est hautain, plutôt égoïste, il est prétentieux, paresseux, lâche, et en plus de ça, c'est un harceleur. Vraiment, au début de la saga, il n'a rien pour plaire. Et ça se voit à son visage que c'est une tête à claque. Même quand on lit les livres, on l'imagine tête à claque. C'est vraiment de Tom Felton, du premier jusqu'au dernier volet d'Harry Potter dans les films. Il a réussi à interpréter parfaitement Drago, pour moi en tout cas. Il est très moqueur, mais vraiment en mode pas enfantin, vraiment en mode méchant. Par exemple, quand il va insulter Hermione de sang de bourbe, alors que c'est vraiment quelque chose qui la touche énormément, c'est vraiment pas gentil. Mais plus l'histoire va avancer, et plus le lecteur ou la personne qui regarde le film va se rendre compte qu'il y a plus que ça en fait. On va vraiment plonger dans son histoire et on va même finir, la plupart des gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens vont finir par avoir de l'empathie pour lui. C'est un personnage qui est extrêmement bien développé. Je trouve qu'il est très riche quand on parle d'un point de vue développement. C'est vraiment, quand on prend le premier livre ou le premier film et le dernier, vraiment il y a un gouffre énorme entre les deux personnages en fait. Certes, on n'est qu'un, mais au final on les dissocie parfaitement et c'est comme s'il y en avait deux. Drago, en fait, le souci c'est qu'il a subi un conditionnement dès la naissance. Ses parents, sont mange-morts et ils l'ont conditionné à le devenir. On peut même parler qu'il a été endoctriné à ce point-là. C'est vraiment, il a subi un lavage de cerveau depuis tout petit, de sa tante Bellatrix, de sa mère, de son père, de toute la famille, de quasiment toute la famille Black, de quasiment toute la famille Malfoy. Il a vraiment été endoctriné là-dedans. Il s'est retrouvé enchaîné à ses liens familiaux et à un mode de pensée en fait. En gros, c'est comme s'il avait grandi dans une secte sanguinaire et que du coup, il ne connaissait rien d'autre. Vous voyez, il a grandi quelque part et il ne sait pas comment est le monde extérieur puisque c'était une secte en fait. Il n'a pas appris à penser autrement. De plus, Drago, il a peur de son père, il a peur de la déception dans ses yeux. C'est pareil pour sa mère, mais sa mère, elle l'aime d'un amour inconditionnel. D'ailleurs, dans le premier livre, il est dit qu'elle lui envoie des bonbons régulièrement pour supporter son absence et compagnie. Des deux côtés, il y a un gros attachement, un gros amour des deux côtés. Par contre, Lucius, c'est différent. Il est très dur avec Drago, il attend l'excellence et en fait, lui, il a extrêmement peur de le décevoir. Et alors il fait tout pour lui faire plaisir, pour le rendre fier en fait. Et du coup, afin de rendre fier son père, il va reproduire inconsciemment son comportement envers autrui. Lucius est quelqu'un de très froid, de très distant, d'assez narcissique, d'assez méchant. Et lui, inconsciemment, il va reproduire ce schéma-là parce qu'il ne connaît déjà d'une que ça, et de deux, pour rendre vraiment son père fier. Et du coup, c'est du mimétisme en fait, il va mimer son père. Alors on peut dire que Drago est plus ou moins victime de son éducation. Alors pourquoi là je vais parler d'être une victime de son éducation? Comme je l'ai dit préalablement, c'est comme s'il avait grandi dans une secte, il n'a connu rien d'autre. Il n'a jamais pu sortir de ce cadre-là, hormis à Poudlard, sauf que c'était tellement ancré en lui, il avait 11 ou 12 ans à ce moment-là. Et du coup, ça faisait 11 ou 12 ans que derrière, on l'endoctrinait là-dedans et qu'il n'a jamais rien connu d'autre. Et ses parents ne l'ont jamais poussé à connaître autre chose, vous voyez. Du coup, il s'est vraiment ancré là-dedans, il s'est façonné à cette image-là. Et alors, ça en revient à dire que c'est une victime. Après, attention, je ne cherche pas d'excuses à qui que ce soit. C'est vraiment, certes, il y a un côté victime là-dedans, mais il a tout de même fait ses propres choix. Il a fait les choix d'harceler des gens, il a fait ces choix-là. Après, voilà, c'était un enfant, ses actes sont répréhensibles, mais on va voir dans le reste du développement pourquoi moi j'ai tendance à l'apprécier. Après, on va passer
un petit peu au level au-dessus, entre guillemets. C'est Drago, il a grandi. Ces années, ça termine. Là, on arrive à peu près au livre La Coupe de Feu, je dirais, à peu près. Et encore, peut-être un petit peu plus loin, parce que là, c'est encore un jeune garçon tourmenté et arrogant et compagnie. Bon, après, il reste quand même très arrogant et tout, mais après, Drago, il va commencer à devenir un peu confus. Il va manquer un peu de répartie. Si on lit bien le bouquin, qu'on regarde bien les films, vous allez voir qu'il commence à manquer un peu de répartie. Il devient peureux. Par exemple, quand Folloy, il le transforme en furie et compagnie, après, il devient très très peureux. Il est en mode, oh, il a très très peur et il n'ose même plus parler à Harry tellement il a peur que Folloy débarque et le transforme en furie, qu'il le mette dans le slip de son ami. Il devient un peu moins confiant. Il a tendance à faire ça, c'est aussi la tendance à peurer. Il fait un peu plus attention, il tâtonne avant d'attaquer. Et par contre, il est toujours aussi arrogant. Et du coup, à cette période-là, c'est pour ça que je parle de la coupe de feu. Il va énormément, encore plus qu'avant, il va énormément rabaisser les autres pour se valoriser. Parce que voilà, il est confus, il a peur, il est encore plus couard qu'avant. Et du coup, il va vraiment rabaisser pour se mettre en valeur. Après ça, il va tout de même, il va encore évoluer. Au fur et à mesure que l'histoire avance, il va devenir un petit peu moins vantard. Il va se faire un petit peu plus discret et il va devenir un peu plus peureux encore. Dans le film 6 ou le 7, il évoque fièrement la marque de Voldemort. Dans les livres, c'est jamais clairement évoqué qu'il a porté la marque. On ne peut que l'imaginer, le supposer, mais ce n'est pas marqué noir sur blanc que Drago porte la marque. Mais du coup, dans le film en tout cas, il l'évoque fièrement à ses potes. Ouais, regardez, maintenant je suis un mange-mort, bla 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 bla. Mais en vrai, il le fait pour cacher ses propres émotions, pour les enfouir en lui et fuir la réalité, parce qu'en réalité, il est extrêmement apeuré de cette marque. Il en a extrêmement peur et il veut fuir cette réalité. Il est constamment sous pression parce que Voldemort l'a menacé de le tuer, lui et toute sa famille, s'il ne tuait pas Dumbledore. Sauf que lui, Drago, ce n'est pas un tueur. Et sa mère le sait. C'est d'ailleurs pour ça que Narcissa va aller voir Rogue et qu'elle va faire le serment inviolable pour que si Drago n'arrive pas à tuer Dumbledore, que Rogue le fasse. Sinon, si Drago vient à mourir ou si Rogue va rompre sa promesse, il meurt. Donc, du coup, si Rogue ne tue pas Dumbledore, dans tous les cas, il meurt. Alors il va tuer Dumbledore. Et son père lui met la pression pour qu'il tue Dumbledore parce que c'est l'honneur de la famille Malfoy qui est en jeu. Vraiment, Voldemort, il se moque de toute la famille Malfoy à ce moment-là. Et eux, ils veulent vraiment retourner dans ses faveurs. Et alors, il est tellement sujet à l'anxiété qu'il va devenir complètement... Il va faire tout et n'importe quoi. Tellement qu'il sera prêt à jeter un sort impardonnable à Harry, alors que lui-même a peur d'en recevoir et qu'il a peur d'en donner à autrui. Alors c'est vraiment incohérent, quoi. Il va aller pour lui en donner un, alors qu'il en a extrêmement peur de ses sorts. Bon, après, Drago, lui, il s'est pris un Sectum Sempra et il a été un peu le cobaye de Harry. Mais du coup, l'effet de ce Sectum Sempra a été extrêmement violent sur lui et ça va le rendre encore plus peureux que ce qu'il n'était avant. Vraiment, il a plus ou moins goûté à ce que pouvait être une mort violente, et alors ça lui fait encore plus peur, vraiment ça lui fait encore davantage peur de pouvoir mourir des mains de Voldemort en ayant déjà failli mourir des mains de Harry, alors que Harry est un protagoniste et non un antagoniste, je vous le rappelle. Et du coup, Drago, tout au long de sa vie, il a vécu énormément d'événements traumatiques. Bon, il y en a qui diront moins que Harry, moi je dirais que c'est différent. On ne peut pas quantifier la souffrance d'autrui pour moi. Du coup, c'est vraiment différent de Harry, c'est vraiment deux mondes différents. Du coup, ces événements traumatiques, ils l'ont forgé. C'est ce qui a créé, c'est lui qui s'est forgé dans ce malheur-là et dans ce bonheur également, parce qu'il a eu du bonheur, il n'y a pas eu que du malheur. Et alors, il a forgé, il a façonné sa personnalité là-dedans. Et c'est ça qui a créé cette espèce de masque qu'il porte en permanence, ce masque méchant et arrogant. Mais sa culpabilité, au fur et à mesure, va se faire trop grande. Et en fait, cette culpabilité va lui faire prendre un certain courage, en fait. Vraiment, lui, je trouve que c'est le parfait équilibre entre l'ombre et la lumière.
Et alors sa culpabilité sera tellement grande qu'en fait il va finir par craquer. C'est comme un élastique qui est au point de rupture et il craque en fait. Sauf qu'il ne craque pas dans le mauvais sens du terme. Il va craquer, il va vraiment réussir à fissurer ce masque, à fissurer cette carapace et à mettre en avant le vrai Drago. Alors certes c'est extrêmement douloureux pour lui, ça le rend extrêmement torturé, il va devenir davantage solitaire, il est apeuré, il est pas bien, vraiment là il est vraiment pas bien à cette période-là. Mais grâce à ça, en fait c'est un mal qui est nécessaire, parce que grâce à ça il va trouver sa rédemption en fait. Et du coup, sa culpabilité va le faire trahir Voldemort dans un moment critique en fait. Et en fait, il va trahir Voldemort mais sans vraiment prendre parti puisqu'il va décider de rester neutre dans cette guerre. Il ne prendra parti pour personne. Mais par contre, à la fin, il aura tendance à pencher vers le côté de son école. Mais après, on voit cette neutralité quand, notamment dans le film où on les voit tous les trois, Lucius, Narcissa et leur fils, partir alors que Voldemort n'est pas vraiment encore mort en fait, mais ils partent tous les trois en fait, ils quittent le champ de bataille, ils quittent tout. Et en fait c'est vraiment leur rédemption. Je trouve moi cette scène à chaque fois elle me fait quelque chose parce que vraiment je me dis waouh, ils ont réussi vraiment à se réunir. En fait cette trahison a réussi à les ressouder en fait. Lui il avait peur que son père soit déçu de lui, mais en fait il se retrouve fier et en fait en faisant ça il sauve toute sa famille du procès après des mange-morts, parce que comme ils ont trouvé leur rédemption et qu'ils se sont rétractés avant la fin de la guerre, et ben ils vont être graciés grâce à cela. Il va se rendre compte de ça en fait, Drago, qu'il a du bon en lui. C'est après la mort de son ami Goyle, c'est après que Goyle ait lancé le feu démon dans la pièce sur demande il me semble. Harry le sauve en fait avec son balai, avec son éclair de feu, il le sauve. Et là, suite à ça, en fait, sa culpabilité va être encore plus grande parce qu'il aura l'impression que c'est lui qui aura poussé Goyle en fait. Et du coup, cette mort-là est extrêmement symbolique parce que c'est ça qui va le faire trahir Voldemort. C'est ça vraiment qui va lui faire prendre conscience de tout et qui va faire qu'il va devenir vraiment gentil. Il va se rendre compte de ce que pourrait être une véritable amitié, de ce qu'est vraiment le courage et de ce qu'est la bonté en fait. Il va se rendre compte de tout ça et alors il va décider de devenir comme ça, parce qu'il va se rendre compte qu'au fond il n'est pas forcément très loin de cette réalité là. Et du coup Drago il décide de reprendre, ou plutôt de prendre sa vie en main, parce que jusqu'alors il ne l'avait jamais prise en main. Il se laissait porter un petit peu de bras en bras de tous ces mange-morts et de tout cet endoctrinement. Et du coup c'est la première fois à ce moment-là où il va faire ses propres choix. Et du coup vraiment le choix de trahir Voldemort est vraiment extrêmement symbolique parce que c'est vraiment son choix à lui. Il ne s'est pas fait influencer, personne n'a pu l'influencer là. Il a vraiment fait le choix lui-même. Drago Malfoy a choisi de trahir Voldemort, de trahir toute sa famille et de trahir tous les mange-morts. C'est lui qui fait ce choix-là à ce moment-là. Alors que son ami, Crabbe, lui, décide de rester un mange-mort et du coup, il trahit également son seul ami parce que l'autre est mort. Alors vraiment là, il a fait preuve d'énormément de courage à ce moment-là. Pour moi, vraiment, il a fait preuve d'énormément de courage. Après, moi, j'aime bien imaginer Harry et Drago avoir une relation cordiale, voire peut-être même de l'amitié entre eux, tout à la fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le film, ils se saluent comme ça de la tête, tout à la fin dans l'épilogue. Et j'ai trouvé cette scène vraiment très belle. Et en plus de ça, moi, ce qui me fait dire qu'ils ont une relation au moins cordiale, c'est que leurs deux fils deviennent amis. Comment ça s'appelle déjà? Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je me suis vachement renseignée dessus. C'est l'enfant maudit. Scorpio et l'enfant de Harry, c'est comment son nom? L'enfant de Harry et l'enfant de Drago vont devenir extrêmement amis, voire même meilleurs amis. La fille de Ron et Hermione va rejoindre le duo, du coup ça va faire un trio comme le trio Ron, Harry, Hermione. Là ça va être vraiment, en gros, ça va être un quatrio. Si on met, c'est comme si Drago avait rejoint leur petit trio, vous voyez. C'est extrêmement symbolique. C'est vraiment la fin de sa rédemption. C'est comme si le trio lui prenait la main et lui disait je te pardonne. Voilà, c'est extrêmement symbolique, je trouve. On va maintenant parler un petit peu de la réputation des Serpentards.
C'est voilà, Drago et Serpentard. Et on loue énormément de défauts à Serpentard. Notamment, ça c'est notamment dû à Voldemort et on va lui attribuer ces défauts-là, comme par exemple la ruse, la fourberie, la traîtrise. Mais vraiment tout ça, c'est vraiment un amalgame du fait que Voldemort est appartenu à cette maison et que lui est comme ça. Alors je vais pas m'attarder trop sur Serpentard parce que sur mon compte TikTok, vous savez que j'aime bien faire des petits parallèles sur mes analyses et je vais plutôt parler des qualités de Serpentard. Je vais parler vraiment de Serpentard d'un point de vue large, notamment de leur qualité. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux pour voir cette vidéo, sur mon réseau TikTok notamment, pour voir cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si toujours la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage de Drago en commentaire, me dire si vous l'aimez ou pas, si mon analyse vous a convaincu ou pas. Après voilà, moi je peux tout entendre tant que ça reste dans la bienveillance et la politesse, que ce soit cordial. Moi, vous pouvez tout me dire, même que c'était nul, tant que c'est cordial. Voilà. Du coup, voilà, c'est terminé mon analyse. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.